Olivier Hofer. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve, le temps est un petit peu passé après ce dernier attentat le 21 avril dernier qui s'est déroulé sur les Champs-Élysées où un policier a perdu la vie. On va revenir sur le terroriste qui s'est rendu coupable de cet assassinat, Karim Chorfi. On en a assez peu parlé dans la presse et pourtant cet homme était très connu des services de police et je pense qu'on peut le dire, il avait un sacré palmarès. Oui, alors un certain temps s'est passé, comme vous le disiez, parce que suite à ce loupé épouvantable qui a abouti, et clairement dont la conséquence claire a été l'assassinat du capitaine de police Jugelé, eh bien, il a fallu faire une sorte d'enquête intérieure pour savoir ce qui s'était passé. Et c'est ça que je viens de publier, et c'est ça qui est horrible. Parce que voilà quel était l'assassin. Alors, il s'appelle Karim Chorfi. C'est quelqu'un qui, depuis 20 ans et plus, vivait dans la haine rabique des forces de l'ordre et de la police française, qui n'avait depuis à peu près 15 ans dans la tête qu'une seule idée qui était de les tuer et de les assassiner, et qui était déjà passé à l'acte. Il avait déjà entrepris à 2 reprises, au cours d'une activité au quotidien criminelle qui l'amène à avoir une vingtaine d'inscriptions à son casier judiciaire, avec des vols à main armée, avec des vols qualifiés, avec des violences en réunion, etc. Bref, un charmant garçon. Et une fois, il se trouve dans une voiture volée, comme de bien entendu, à percuter un autre véhicule dans lequel il y a un jeune policier avec un brassard police. Il sort une arme, illicite bien entendu, et tire sur le policier qu'il blesse gravement. Il est rattrapé, il est mis en prison, un autre policier entre dans sa cellule, et là, le Chorfi en question désarme le policier et lui tire dessus à 5 reprises, donc l'intention de tuer est délibérée, et d'autant plus que le policier en question prend 3 balles dans les poumons et ne survit que par miracle. Alors voilà l'individu qui est condamné donc à 15 ans de détention criminelle. En 2005. En 2005. Donc il aurait dû sortir en 2020. Voilà, exactement. Et on est en 2016. 2017. Oui, Oui. mais il commence son périple, etc. C'est 2016. Et donc il passe à l'acte, effectivement, en 2017. Donc cherchez l'erreur. Mais il sort en 2013. La justice est clémente. C'est Mme Taubira qui est ministre à ce moment-là, souvenez-vous. Oh, il est pourtant pas connu pour son laxisme. Non, pas du tout. C'est sans doute étrange, mais bon, allez. Pas de bol. Pas de bol. Et donc il sort, et là, dès qu'il sort, c'était en septembre 2013, en octobre, il est repris pour une série de vols, et là, il est condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et 2 avec sursis avec application des peines, et donc mise à l'épreuve. C'est-à-dire que, notamment, il lui est strictement, mais alors absolument, interdit de sortir du territoire français. Il est signalé par la police de l'air et des frontières, la police aux frontières, comme sortant et quittant le territoire pour aller en Algérie, pays dans lequel il reste encore, semble-t-il, un certain nombre d'islamistes. Et là, il y reste 40 jours. Le carême. Voilà. Et ben voilà. Il rentre en France, et là, il finit par être arrêté. C'est le 23 février 2017. Et cet individu qui est un assassin confirmé, qui a été condamné à 15 ans de prison, etc., le parquet de Meaux. Alors pourquoi Meaux, Bref, Meaux, c'est sans doute il habitait dans le coin, mais c'est pas un parquet antiterroriste, c'est un parquet banal pour les voleurs de voitures, les gamins qui piquent des chewing-gums au supermarché, mais certainement pas pour des terroristes. Lui donne une convocation, il n'est même pas arrêté pour le 27. Il vient le 27, il dit oui mais j'étais parti en Algérie pour me marier, et là que fait le juge d'application des peines? Il lui donne un rappel à la loi, c'est-à-dire il lui dit ça t'est pas gentil mon petit Karim ce que tu as fait, rentre chez toi mais tu devrais avoir mauvaise conscience et la prochaine fois on se fâche. À partir de ce moment-là, péniblement, dans un éparpillement atroce de toute la structure antiterroriste française, alors que l'individu a déjà été fiché au fichier spécial qu'on a fait après Charlie Hebdo et l'Hypercacher pour justement ficher les gens très dangereux. Donc il est fiché comme très dangereux. C'est 1 degré au-dessus que le fichier S, quoi. Le fichier S, c'est les gens qui sont signalés aux frontières. Le fameux fichier en question, c'est grave. Il y a uniquement des gens qui sont potentiellement des assassins ou des gens capables de commettre des attentats. Il est fiché là. Une mosquée le signale comme tenant des propos haineux envers les policiers, disant je vais en tuer un.
il cherche à se procurer des armes, c'est signalé aussi par un autre indique. Un troisième indique annonce qu'il lui a demandé s'il ne connaissait pas son ex-copain machin qui est en train de combattre en Syrie ou en Irak. Donc il cherche manifestement à nouer les contacts ou à les renouer avec l'État islamique. Eh bien, il se promène. À la fin, mais peu de temps avant, c'est-à-dire au mois de mars, le parquet de Meaux daigne transmettre au parquet antiterroriste à Paris le dossier en disant ben voilà, celui-là, il semble qu'il ait des intentions néfastes, chacun va son train. Alors pendant ce temps-là, il a complètement disparu, on ne sait pas où il est, et à partir de ce moment-là, c'est à la DGSI de le traquer et de le retrouver et de l'arrêter vite, et à la gendarmerie de son domicile de voir si par hasard il n'est pas en train de traîner du côté de chez lui, etc. Personne ne le voit, personne ne le file, ou alors si jamais on le filme, on ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de préparer, et voilà comment, le 21 avril, il se trouve sur les Champs-Élysées avec des armes de guerre et qu'il peut tirer sur un quart de police et tuer le capitaine de police en question. Voilà comment la foirade absolue de l'antiterrorisme est encore possible en France en avril. 5 ans après, 6 ans presque bientôt après Mohamed Merah. Alors on a l'impression que là on est face à l'idéal entre guillemets du portrait du terroriste hybride dont vous parlez finalement. Effectivement, 20 inscriptions au casier judiciaire. Dieu sait à un moment donné ce qui lui passe par la tête, parce qu'auparavant il n'était pas religieux du tout, mais il y a ces basculements rapides. On a vu comment un des frères Abdeslam, qui 10 jours avant le Bataclan était encore en train de siffler de la vodka et d'aller dans des fêtes ou aller dans boîte de nuit, il y avait eu ce basculement brutal. Ces individus qui à la fois sont radicalisés, vous avez vu le succès, j'ouvre une petite parenthèse, du grand succès de la lutte contre la déradicalisation, de la lutte contre la radicalisation. Bouzard, ouais. Voilà, alors il y en a une, on s'est rendu compte que ce qu'elle faisait, c'était bisounours, et puis qu'elle faisait réciter des comptines aux terroristes pour que ça fasse revenir... Martine Valaferme, Martine Boschi. Exactement, pour faire revenir leur âme d'enfant. Hein. Donc, premièrement, la deuxième, elle vient d'être condamnée pour escroquerie, et puis le troisième, là, il vient d'être condamné pour viol sur mineur, quoi. C'est tout. Donc, c'est quand même un grand succès, c'est un carton plein, si vous voulez, dans la déradicalisation. Et voilà, donc, bah, lui, Cherfi, même pas, il n'a même pas été déradicalisé, et à un moment ou à un autre, il a été dans la rue, et puis il a pu commettre des crimes sans que personne, il est passé à travers toutes les mailles du filet, et il est passé entre toutes les gouttes. Donc, c'est ça, le système antiterroriste français. Alors, ils sont incapables. Ce système-là que vous dénoncez, finalement, vous m'expliquez quand même qu'à plusieurs reprises, il a été aperçu cherchant à obtenir des armes, qu'il a été dénoncé. Il a même dit qu'il avait quitté le territoire alors qu'il n'y était pas autorisé. Oui. Donc, finalement, on avait les informations, entre guillemets, compromettantes sur cette personne, mais il n'y avait pas de suivi. Vous vous souvenez du nombre de fois où j'ai dit à TV Liberté, notamment, que la France n'avait pas de service antiterroriste, qu'elle avait un millefeuille de 22 entités différentes réunies vaguement à l'intérieur d'une structure qui s'appelle l'UCLAT, dans laquelle tout le monde se grimpait les uns sur les autres pour essayer d'avoir plus que le voisin et tout le monde était en concurrence. Et bien voilà le résultat. Nous n'avons pas de service antiterroriste et nous le payons. Donc il y a une dispersion, un éparpillement pathétique des structures de l'antiterrorisme, ce qui fait qu'il est facile à un individu, même à un criminel grave et récidiviste, d'être signalé comme quittant son pays pour aller dans un pays de djihad. Il y a encore, certes dans des coins reculés, les grandes villes sont sécurisées en Algérie, mais dans des endroits du territoire algérien qu'on peut facilement visiter en 40 jours. Quoi. Vous vous rendez compte, il a séché, si j'ose dire, pendant 40 jours. Hein. Le début janvier et la fin février, 40 jours en Algérie, il a pu s'entraîner, il a pu voir qui il voulait, et donc on ne l'a pas su, et quand il est rentré, il n'a pas été filé, il n'a pas été arrêté. Alors on a l'impression qu'il y a une défaillance, on va dire, structurelle de ces services antiterroristes, mais on constate aussi, quand on parlait tout à l'heure de la condamnation de 15 ans prononcée en 2005, que là encore une fois, les peines ne sont pas effectuées dans leur intégralité, et que cela aussi, ça pose un gros problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice prononce des jugements qui ne sont finalement plus respectés. Mais exactement. Pourquoi ? Parce que les magistrats et les gens du renseignement intérieur n'ont pas compris une chose. Ce dont je vous parle, ce dont je vais vous parler à l'instant, ça n'est pas compris, ça n'est pas entré dans leur tête collective. Cette chose, c'est qu'il y a en France 10 000, 12 000 radicalisés.
Radicalisés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des gens qui pensent que l'État islamique c'est vachement bien et qu'il faudrait gouverner le monde comme l'État islamique voudrait qu'il soit gouverné. Mais ça c'est platonique. Et là-dedans, il y a, même si ce n'est pas des opinions qu'on partage tous, forcément, c'est platonique. On a le droit de penser ce qu'on veut dans un État de droit. Encore. Mais oui, mais enfin bon, théoriquement on a le droit. Hein. Et en revanche, là-dedans, il y a quelques dizaines peut-être de ce qu'on appelle des bombes humaines, c'est-à-dire des gens qui sont capables de basculer et de passer à l'acte, comme Mohamed Merah, comme les Kouachi, comme Koulibaly numéro 1, comme Koulibaly numéro 2, comme les Abdeslam et comme Cherfi. Et donc tout le travail de l'antiterrorisme en France, qu'il soit policier, qu'il soit du renseignement, qu'il soit judiciaire, ça consiste à trouver quelques dizaines de bombes humaines à l'intérieur de quelques milliers de radicalisés. C'est ce qu'ils ne savent pas faire, manifestement, puisque quand ils le voient en face d'eux, cet individu, ils ne le prennent pas au sérieux. Tout le traitement judiciaire du début jusqu'à peut-être 10 jours avant l'issue tragique consiste à le traiter comme un malfaiteur de droit commun, ce qu'il n'est pas, puisqu'à la fin, ce qu'il va accomplir, c'est clairement un acte de djihad. Il a un papier dans sa poche disant que l'État islamique c'est très bien, etc. Et donc on n'arrive pas à comprendre ce que c'est qu'un hybride, c'est-à-dire que ces individus, ils sont à la fois terroristes et criminels. Qu'ils aient commencé par un bout ou par un autre, qu'ils aient commencé par être islamistes et qu'ils soient mis à braquer des banques, ou qu'ils aient commencé à braquer des banques et qu'après ça, ils soient revenus à leur religion, etc., on n'y arrive pas. Tant qu'on n'y arrivera pas, il y aura des drames de cette nature-là. Alors justement, si je vous suis bien, du coup, ça voudrait dire que cette personne, comme bien d'autres avant lui, Karim Cherfi aurait dû être mis hors d'état de nuire, entre guillemets, en étant enfermé en prison, à perpétuité ou pas, je ne sais pas, mais en détectant que c'était une bombe humaine, justement. Mais le problème, c'est qu'on entend souvent, d'une part, nous expliquer que les prisons sont pleines, d'une part, et d'autre part, que la prison incite à encore plus de criminalité. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'on croie là-dedans? Alors, d'une part, la prison et l'école du crime, c'est faux. C'est-à-dire que la prison et l'école du crime, oui, mais pour une quantité suffisamment minime de prisonniers pour que ça n'ait statistiquement aucune influence sur la criminalité générale. Vous avez dans une usine un dispositif qui permet aux gens de suivre des cours du soir et de devenir contremaître, puis ingénieur, puis si ça se trouve le patron. Il y a combien de gens qui prennent cette possibilité? Très peu finalement. C'est une petite minorité. Et bien pareil pour l'école du crime. Elle existe vraiment, mais elle touche une quantité d'individus tellement faible quand on prend toutes les statistiques et sur la longue période. Et puis pas uniquement en France, on ne vit pas sous cloche quand même. Hein. Il y a d'autres pays, etc., où ces expériences-là ont été faites. Eh bien le résultat est toujours à peu près analogue, à epsilon près. Oui, c'est vrai, mais pour tellement peu d'individus qu'à la fin, ça n'a pas d'influence. Et, tous les gens qui vont en prison, qui apprennent des nouvelles techniques criminelles nouvelles et qui deviennent après ça le génie du train postal. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Donc il y a des individus en nombre limité, voilà. Et manifestement, comme les islamistes, on ne va pas se raconter de crack, hein. Souvent c'est des débiles ou presque, hein. C'est des gens qui n'ont pas forcément de quoi dans leur tête devenir docteur en physique nucléaire, et par conséquent ils savent faire 2-3 trucs criminels de base, ils savent casser une porte, ils savent braquer une épicerie, ils savent attaquer une petite vieille, ils iront jamais tellement plus loin. Donc la prison n'est pas massivement l'école du crime, ça c'est la première. Deuxièmement, les prisons sont pleines, peut-être parce que ceux qui s'y trouvent ne sont pas les bons. Hein. Et j'observe que s'agissant des criminels sexuels, des gens qui de manière rabique et répétitive sont capables d'agresser des petits garçons ou des petites filles, il y a un dispositif qui permet de prendre en compte leur dangerosité et de les maintenir sous camisole chimique ou sous Dieu sait trop comment, hors d'état de nuire. Il faut faire la même chose avec les gens dont on a à peu près la quasi-certitude que ce sont de futures bombes humaines. Il y a des critères, ce sont des gens qui tous, sans exception, sont perturbés psychologiquement. Mohamed Merah, 2 tentatives de suicide, une tentative de s'engager dans la Légion étrangère qui ne m'apparaît pas être le réceptacle idéal pour une carrière de djihadiste, hein, vous m'arrêterez si je me trompe, mais bon, ça va, voilà. Donc il était un peu secoué, le pauvre garçon, il faisait des trucs un peu incohérents, un jour à la mosquée, le lendemain en boîte de nuit, etc.
Ce ne sont pas forcément des fous au sens pathologie mentale, mais ce sont des gens qui sont des agités, des gens perturbés, et en conséquence de quoi, en croisant un certain nombre de critères dans le respect des lois en vigueur, du style il est agité, un jour il fait ceci, le lendemain il fait le contraire, bon, là on a le réceptacle des bombes humaines et on est capable de passer des 10 000 radicalisés dans le tamis, si vous voulez, à quelques centaines d'individus, peut-être quelques dizaines, et donc de concentrer l'observation là-dessus. Et bien ça, ni la justice, ni la DGSI ne sait faire et ne veut faire. Début février 2017, pour la première fois depuis l'affaire Mera, la DGSI a fait une note extrêmement secrète pour le gouvernement dans lequel il faisait le point sur toutes les histoires de ceux qui avaient fait couler le sang en France depuis Mohamed Merah et depuis le printemps 2012. Imaginez, pas une seule fois dans les 30 pages, le mot hybride n'est prononcé. Ça n'existe pas. Ça n'apparaît pas sur leur radar. Alors je ne sais pas si ça les enquiquine ou s'ils n'ont pas compris le film ou s'ils ne veulent pas parce que ça ne les intéresse pas, mais toujours est-il que c'est le cas. Eh bien, quand des gens ne veulent pas comprendre, et là c'est l'enseignant qui parle, on les vire et on en prend d'autres qui savent faire. À mon avis, c'est la seule solution. Et ben, ça tombe bien justement parce qu'on est à quelques jours de savoir qui sera le nouveau président ou la nouvelle présidente de la République française. Là, je m'adresse au professeur. Quelles mesures faudra-t-il mettre en place concrètement pour simplifier ce millefeuille administratif dont vous avez parlé du service antiterroriste et pour qu'enfin les Français soient relativement en sécurité et ne soient plus la proie des terroristes comme c'est le cas? Alors, c'est pas difficile. Immédiatement, parce que c'est le vivier, c'est là-dedans que ça se passe, un audit magistral et approfondi sur toutes les conditions d'exercice de la fameuse politique de la ville, parce que c'est là où il y a Rack Island, hein, c'est là, et donc de voir en même temps, ça fera un très grand bien à l'honnêteté publique en France, parce que ce qui s'est passé à Marseille avec les crédits de la politique de la ville qui servaient à entretenir des racailles pour que les quartiers nord votent bien, bah peut-être qu'on découvrira ça ailleurs en même temps, ça donnera un coup de fouet à la morale publique. Deuxièmement, création immédiate d'un service antiterroriste centralisé, léger, souple, flexible, capable d'agir et de détecter les bombes humaines. Et troisièmement, d'observer dans le monde criminel, pour la criminalité de tous les jours, celle qui pourrit la vie des gens partout, de tous les pharmaciens, de tous les débitants de tabac, de tous les épiciers de France, c'est faire une étude approfondie sur les braquages de proximité, sur les vols à main armés de proximité, de détecter qui sont les individus qui font ça et de les mettre hors d'état de nuire. Les mettre hors d'état de nuire, c'est simple. Vol à main armée en France, c'est un crime. 20 ans de prison maximum, mais déjà 10, ça les calme. Hein. Et donc, ne plus traiter les vols à main armés comme ça les calme quand ils les font, peut-être. Exactement. Ça tient à ce genre de détails. Hein. Donc, il faut qu'ils aillent en tôle et puis qu'ils y restent suffisamment pour se calmer. Et là, on aura à chaque fois des quantités de population très faibles. Les gens qui sont capables de faire de ces braquages à répétition en France, c'est quelques milliers d'individus. Les bombes humaines, c'est quelques dizaines, vous voyez. Miraculeusement, je vous libère 10 ou 15 000 places en prison où il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien à y foutre et qui, en revanche, laissera de la place pour ceux qui véritablement mériteraient d'y aller et suffisamment longtemps pour se calmer. La prison, ça calme. Vous savez, au bout de 3 ans déjà, vous les trouvez, ils sont beaucoup moins vaillants. Hein. Eh bien, bon entendeur, salut. Allez. Merci Xavier Hofer. Au revoir, à bientôt.